Épilogue. Nous avons commencé ce récit en supposant qu'un touriste, allant de la ville de Pontbriand au château de ce nom, aurait passé devant l'humble maison de Marie Bastien. Nous terminerons ce récit par une supposition pareille. Si ce touriste se fut rendu de Pontbriand au château, 18 mois après la mort de Frédéric et de Marie, il n'eut rien trouvé de changé à la ferme. La même élégante simplicité régnait dans cet humble séjour. Les mêmes fleurs agrestes y étaient soignées par le vieil André. La futaie séculaire ombrageait toujours la pelouse verdoyante où serpentait le ruisseau limpide. Seulement le touriste n'eût pas vu sans émotion, sous la partie la plus ombreuse de la futaie, et non loin de la petite cascade murmurante, une pierre tumulaire en marbre blanc sur laquelle on lisait « Marie et Frédéric Bastien ». Devant cette tombe, abritée par un porche rustique, déjà garni de lierre et de fleurs grimpantes, on voyait le batelet offert à Frédéric lors de l'inondation et sur lequel on lisait « Les pauvres gens du Val à Frédéric Bastien ». S'il fût passé devant la futaie à l'aube ou au couchant, le touriste aurait vu s'approcher de cette tombe avec un religieux recueillement un homme de haute taille et vêtu de deuil, et qui, jeune encore, avait les cheveux tout blancs. Cet homme était David. Il n'avait pas failli à la mission que lui avait donnée Marie. Rien n'était changé, ni au dehors, ni à l'intérieur de la maison. La chambre de la jeune mère, celle de Frédéric, le salon d'études, rempli de tous les travaux inachevés laissés par le fils de Madame Bastien, tout était resté comme au jour de la mort de la mère et de l'enfant. La chambre de Jacques Bastien avait été murée. David continuait d'habiter la mansarde qu'il avait occupée comme précepteur. Marguerite était sa seule servante. Le docteur Dufour venait chaque jour voir David auprès de qui il devait se fixer, lorsqu'il aurait pu confier sa clientèle à un jeune médecin nouvellement arrivé à Pontbriand. Par un pieux ressouvenir de son jeune frère et de Frédéric, David, pour que sa douleur ne fût pas stérile, avait fait disposer une des granges de la ferme en salle d'école. Là, il enseignait chaque jour les enfants des métairies voisines. Afin de rendre plus assurés les bienfaits de l'instruction, le précepteur donnait une légère indemnité aux parents des écoliers, car presque toujours l'exploitation des enfants, forcément amenée par la misère de la famille, les empêche de profiter de l'éducation publique. Nous supposons enfin que notre touriste, après s'être arrêté devant la modeste tombe de Marie et de Frédéric, eut rencontré quelque habitant du Val. « Mon brave homme, lui dit le touriste, quelle est donc cette tombe que l'on voit là-bas sous ces vieux chênes ? C'est la tombe de celui dont le nom est le bon saint nom du pays, monsieur. Et il se nommait Frédéric Bastien, monsieur, et son bon ange de mère est enterré avec lui. Vous pleurez, brave homme ? Oui, monsieur, comme pleurent de regret tous ceux qui les ont connus, l'ange de mère et l'ange de fils. Ils étaient donc bien aimés dans le pays. Tenez, monsieur, vous voyez ce beau et grand château là-bas, le château de Pontbriand ? Le jeune marquis et sa vieille grand-mère sont plus riches que le roi. Bon an, mal an, ils envoient beaucoup d'argent pour les pauvres. Et si le nom de monsieur le marquis est prononcé une fois chez les bonnes gens du Val, celui de Frédéric Bastien et de sa mère l'est 100 fois. Et pourquoi cela ? Parce que, faute d'argent qu'il n'avait point, la mère donnait aux pauvres son bon cœur et la moitié de son pain. Le fils, lui, donnait, s'il le fallait, sa vie pour sauver celle des autres. Témoin, moi et les miens, sans compter d'autres familles, qu'au risque de périr, il a sauvé lors de la grande inondation d'il y a 2 ans. Aussi, voyez-vous, monsieur, le bon saint nom du pays durera plus longtemps dans le Val que le grand château de Pontbriand. Les châteaux s'écroulent, tandis que les enfants de nos enfants apprendront de leur père le nom de Frédéric Bastien. C'est ainsi que se termine l'envie, 2e des 7 péchés capitaux d'Eugène Sue.